Un proverbe camerounais stipule, je cite, « C'est quand le vent souffle que l'on voit les fesses de la poule ». Autrement dit, c'est face aux conséquences négatives que l'on décèle le problème. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Soyez remerciés pour cette attention particulière que vous nous portez en suivant ce premier numéro de la seconde saison de votre émission Sous le manguier. L'Afrique, berceau de l'humanité, continent abritant, selon la Commission économique des Nations Unies, en sigle CEA, 54% de réserves mondiales de platine, 78% de diamants, 40% de chrome et 28% de manganèse. En entendant ces chiffres, te porterait à croire que sa population y vit dans la joie et le bonheur, en y valorisant sa culture. Et pourtant, il n'en est rien. Le continent a une identité culturelle qui lui est propre, avec des croyances et des traditions bien ancrées, transmises d'une génération à une autre. Cependant, avec la mondialisation, le phénomène de l'acculturation amène le noir africain à faire usage de certains éléments culturels étrangers dans son patrimoine linguistique, artistique, etc. Quel impact a la mondialisation sur notre société? Quid de son impact dans les différentes sphères économiques et culturelles de notre pays? Pour répondre à ces questions, je suis en compagnie de M. Mwanzibi Peya, juriste de formation, responsable juridique près de PAGED, MGA Tieleka. Bonsoir, Monsieur Mwanzibi. Bonsoir, Madame Lisbeth. Et de Monsieur Chevry Diaz, journaliste culturel formé par l'Université Marien Ngouabi et Deutsche Welle Academy, ancien chef du service culture de Télécongo, producteur audiovisuel, formateur spécialiste en stratégie com et enfin panafricaniste. Bonsoir, Monsieur Chevry. Bonsoir, Lisbeth. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci à vous en tout cas d'avoir disposé de votre temps. Nous allons donc tout de suite commencer après ceci. Nous sommes de retour sur ce plateau de Sous le manguier. À chaud, Monsieur Chevry, en tant que panafricaniste, souhaitez-vous que la langue française, anglaise et les autres langues occidentales disparaissent au profit des langues maternelles dans les pays africains? Bon, on ne peut pas être aussi radical que catégorique sur cette question. Je dirais plutôt que ces langues sont en partie responsables du malheur de l'Afrique, mais après ça reste à développer. Il n'est pas question en réalité de rejeter les langues d'ailleurs parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Il faut simplement commencer à faire qu'en Afrique, on puisse davantage valoriser et promouvoir les langues locales. En quoi faisant? Les langues du terroir. Par exemple, au lieu que nous nous exprimions ici dans la langue coloniale, la langue d'emprunt, parce qu'on sait que pour que nous puissions parler français, nos ancêtres ont été maltraités, malmenés, et ils étaient obligés de parler la langue française. Aujourd'hui, nous parlons la langue française, nous exprimons en français. C'est en fait un héritage, l'héritage de la colonisation. Qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? C'est de pouvoir, déjà dans un premier temps, faire que ce que nous appelons langue nationale, le Kituba et le Lingala, deviennent des langues officielles. Par exemple, au Parlement, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, au Sénat, permettre que nos élus, les élus du peuple, s'expriment dans les langues de chez nous. Faire à ce que, au niveau de l'enseignement, que le Kituba et le Lingala ne soient pas des langues exotiques qu'on enseignerait aux gens à l'université Marien Ngouabi, pendant c'est pas comme le temps. Il faudrait que ce soit des langues d'enseignement dès la maternelle, c'est-à-dire enseigner la langue française aux enfants en Lingala, en Kituba, enseigner les mathématiques aux enfants en Lingala et en Kituba, que ce soit véritablement des langues d'enseignement. Et encore, je peux ajouter qu'un jour, par exemple, sur les télévisions, dans les médias ici, à Télécongo, dans les télévisions privées, à la radio, que les heures de pointe soient
des heures pendant lesquelles on s'exprime dans nos langues. Par exemple, au journal de 20h de Télé Congo, qu'on le fasse en Kituba ou en Lingala, et puis peut-être encore une troisième langue française. Je vais chuter en disant, par exemple aussi, que le président de la République, que le Premier ministre fasse un jour un message à la nation dans l'une de nos langues nationales. Je pense qu'on aiderait à valoriser ces langues. Ok, avant que je ne passe à M. Mouazibi, j'aimerais quand même rebondir. Si on enseigne aux enfants toutes les matières en langue, on va dire, nationale, ne pensez-vous pas que cela restreindrait leur développement ou D'accord. ailleurs, comment feront-ils par exemple? Comment s'exprimeront-ils ailleurs dans d'autres pays? Puisque le Lingala, le Mulukutuba ne s'arrête que finalement au Congo. Non. Est-ce qu'on les pousse à ne vivre qu'au Congo? Les choses évoluent, les sociétés sont en pleine mutation. On va prendre l'exemple de la Chine. La Chine aujourd'hui, dans un monde dominé par l'anglais avec l'américain, la Chine a pu imposer sa langue, donc le chinois, le mandarin. Ils apprennent en langue chinoise. Ok? On aura beaucoup d'exemples. Il ne s'agit pas pour nous de rejeter les langues, je veux dire, les langues que j'appelle moi les langues coloniales. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle le village planétaire, donc il y a des langues dominantes, il faut le reconnaître. Le français, en fait, par ordre, l'anglais, le français sont accomplis parmi les langues dominantes, mais qui va donner de la force à nos langues à nous? Il n'y a que nous-mêmes, donc il faut réfléchir sur ces stratégies-là. Moi, je pense qu'il faille commencer à imposer, je pense, je souligne le mot, imposer ces langues dès l'école maternelle. Il faut qu'elles soient des langues d'enseignement, de langue. Après, l'enfant pourra avoir au choix, comme moi j'ai eu le choix d'étudier soit l'espagnol, soit l'anglais. Il faut que ce soit des langues optionnelles. Comment le Rwanda fait aujourd'hui pour s'exprimer? Là-bas, on s'exprime en Kinyarwanda. Vous allez en Chine, c'est là-bas. Vous allez en Éthiopie, je pense que c'est la Marek, en fait, je ne sais pas trop, j'ai oublié la prononciation, mais ils ont leur langue, les langues qui leur sont propres, comme les Chinois, comme les Éthiopiens, comme les Rwandais, comme d'autres encore que je ne connais pas. Il faudrait qu'on arrive à ce moment-là à... Dieu merci, on est venu faire l'émission ici, vous n'avez pas mis un certain code vestimentaire, parce que généralement quand on vient vous dire tenue de ville exigée, ce sont les signes de l'aliénation. Monsieur Mouazibi, alors que pensez-vous de l'impact de la mondialisation sur notre continent, de manière générale? Je voudrais peut-être rebondir sur l'aspect lié à la langue, parce que la langue, c'est toute une identité culturelle. Absolument. Et aujourd'hui, c'est qu'avec l'effet de la colonisation, nous sommes tombés dans un sentiment d'infériorité, où nos langues nationales sont en voie de disparition. Quand vous allez, par exemple, dans nos villages, dans nos contrées, vous vous rendez compte que même dans un village comme au Lombo Centre, c'est un enfant qui s'exprime déjà en français. D'accord. Disparition de nos langues nationales, tout comme de nos langues vernaculaires. On n'en parle presque pas. Comment se fait-il que vous êtes dans une contrée, vous êtes dans une communauté urbaine, dans une localité, mais les gens ont du mal à s'exprimer en langue vernaculaire, tout comme en langue nationale. C'est le sentiment d'infériorité qu'on nous a communiqué. Et le plus grand problème aujourd'hui, c'est comme le souligne mon co-débatteur sur ce plateau, c'est qu'on doit aujourd'hui amener le continent africain sur un terrain de non-complexe. Voyez-vous, leur dit clairement que nos langues sont des langues de dialogue, des langues de communication. Et ceux qui viennent vers nous se doivent être devant une obligation d'apprendre aussi nos langues, parce que nous avons toutes les raisons nécessaires de leur imposer l'apprentissage de nos langues. Nous avons tout ce qu'il faut, les richesses, les potentialités, les ressources naturelles, et c'est ce qui d'ailleurs dirige les Occidentaux et autres vers nous. Nous parlons de la mondialisation, cette mise en relation des sociétés, des individus du monde entier. Mais il n'y a pas de rapport de force. Pourquoi? Parce que nous avons éteint implicitement et tacitement nos langues au profit des langues des autres, en développant ou en faisant développer dans nos familles, dans nos écoles, dans nos universités, le sentiment d'infériorité vis-à-vis des autres qui, entre guillemets, auraient une langue qui soit la meilleure au monde.
Enfin, par rapport à ce que vous dites, je vais rebondir face à ce qu'avait écrit M. Contin-Loubou. Il parle sur son profil de la spoliation, voilà, de nos cultures, en quelque sorte, nos traditions, nos langues et tout ça là, par la culture de masse. Lui, quand il parle de culture de masse, c'est que il a l'impression que les autres cultures viennent en quelque sorte enterrer les nôtres. Moi, j'aimerais me poser une question. Est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème de l'Africain? N'avons-nous pas toujours tendance à jeter la faute sur l'autre? Mais regardez. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, pour remédier à cela? Au lieu de tout le temps jeter la faute sur l'autre. Ouais. On est au Congo, parlons de nous, concrètement. Il parle de la spoliation de masse. Justement, il parle des autres Oui. qui ont tendance à dominer sur nous. Absolument. Parce qu'il y a un départ, il faut toujours souligner la cause causante qui produit aujourd'hui les effets néfastes à l'égard de notre culture. Et tout en sachant bien que le point de départ d'une culture, c'est un peuple. Ou c'est le peuple. Le peuple est-il prêt pour ce changement? Le peuple en soi et en lui-même ne peut pas être prêt pour le changement si seulement si les décideurs, ceux qui sont censés prendre les décisions, sont assis. C'est là où justement nous disons qu'il doit y avoir une complicité entre les gouvernants et les gouvernés, entre les peuples africains, pour que en fait nous développions, que nous ayons ce sentiment de développer des rapports de force avec les autres. Et est-ce qu'avec ces langues, vous pensez que nous pourrons développer notre pays, M. Chevry? Je vous en prie, peut-être pas pour aller chez M. Chevry, vous allez ici me dire comment est-ce que la Chine a fait pour imposer sa langue. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'apprendre la langue chinoise. Mais aujourd'hui, la Chine est presque en train de nous coloniser. Vous voyez que les Chinois sont arrivés ici, les voilà en train de quasiment tout prendre. Voilà pourquoi je suis en train de dire tout à l'heure. Je parle du peuple. Je reviens sur le peuple. Est-ce que le peuple est prêt? Tout à l'heure, Chevry Diaz disait que nous pouvons vulgariser nos langues à partir de nos instruments, à partir des canaux qui sont à notre disposition. Nous avons par exemple les télévisions à des heures de pointe qui pouvaient aujourd'hui faire la vulgarisation de nos langues. Et le gouvernement doit développer une stratégie managériale, une stratégie de communication pour que soient vulgarisées nos langues. Et comme ça, nos familles, nos peuples seront en mesure d'être fiers de nos langues. Et si nous n'en sommes pas, vous prenez le cas par exemple aujourd'hui du Rwanda, depuis la maternelle jusqu'aux études supérieures, un Rwandais est dans l'obligation d'apprendre d'abord sa langue. Mais pourtant, le Rwanda, peut-être pour ne pas entacher l'irrégularité des actions du Rwanda vers la RDC, mais le Rwanda, en termes de richesse naturelle, à quoi? Donc c'est l'imposition. C'est à chacun de nous aujourd'hui de savoir sa position au niveau international, sa renommée, si on doit construire, mais on doit aussi imposer aux autres notre culture. Jusque-là, je suis d'accord avec ce que vous dites quand vous parlez d'imposer notre culture. On l'impose comment? Avec une population qui n'est pas prête. Cette population congolaise est prête à prendre tout ce qui vient d'ailleurs, plus facilement que ce qui vient de son propre pays. Mais c'est vous qui dites que notre population n'est pas prête. Mais il s'avère que nous sommes en perte de notre identité culturelle. Et puisque nous sommes à ce niveau-là, la responsabilité revient donc aux intellectuels. La responsabilité revient donc aux gouvernants. La responsabilité revient donc aux familles de pouvoir mettre en valeur ce qui est à nous et ce qui nous identifie. Je pense que puisqu'on va dans le contexte du Congo, dans ce pays, les gouvernants avaient demandé aux gouvernés de porter le masque contre le Covid. Ça a été suivi à la lettre. Il avait été ici prescrit, ordonné des couvre-feux qui ont été respectés à la lettre. Ça veut dire que c'est un problème de volonté politique. Si il y a la volonté politique, je pense que le peuple suivra. Aujourd'hui, sur le continent, nous savons sans doute qu'il y a un mouvement qui peut tendre un peu à ce qu'on appelle la renaissance africaine. Les gens parlent beaucoup plus de retour aux sources. Et vous verrez que même ceux que nous envions, entre guillemets, les Américains, les Français, font recours à l'Afrique. De toute façon, on a toujours fait recours à l'Afrique dès le départ. Ce ne sont pas les Africains qui ont inventé la formule selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce sont les Européens qui l'ont dit. Alors, la question c'est en fait, est-ce que pour nous développer, il nous
en fait, le développement passe forcément par l'appropriation, la réappropriation de nos langues. J'ai envie de dire oui, mais pas seulement, parce que c'est tout un package. Dans ce package, je mets ce qu'on appelle un terme générique, notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Dans ce patrimoine-là, les langues ont un rôle de racine, ont un rôle de socle. Je dis toujours, la langue n'est plus seulement un moyen de communication, la langue est un outil, la langue est une arme. Aujourd'hui, on peut décider d'envoyer des élèves en Chine pour aller étudier. Donc, des étudiants en Chine, aux États-Unis, voilà. Lorsque ces étudiants arriveront là-bas, ils prendront 1 année ou 2 ans d'apprentissage de la langue. Mais celui qui habite dans ce pays-là, il va apprendre dans sa langue, je veux dire, c'est sa langue en fait, dans sa langue originelle. Or, le Congolais il va dans une langue, il va avec une langue d'emprunt qu'il ne connaît pas. Là-bas, il va avec sa langue, mais là-bas, sa langue n'est pas connue. Donc là, il faut déjà souligner la faiblesse de notre culture parce que nous ne faisons pas l'effort de nous rendre forts. Parce que les gens oublient que c'est la culture qui est la base. Donc vous allez pour aller apprendre, les autres sont en avance, vous apprenez d'abord la langue. Vous apprenez la langue, bien ou pas, mais c'est dans cette langue que vous venez d'apprendre que vous allez étudier les mathématiques, l'astronomie. Et c'est un grand retard. Cheikh Anta Diop le dit dans Nation Nègre et Culture. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. On dit à l'enfant, et c'est dommage que les Africains blaguent comme ça. On dit à l'enfant, ton père et ta mère sont tes parents. On veut dire, mon père et ma mère sont mes parents. Le petit n'arrive pas à le dire. Parce que une langue, ça ne s'impose pas. C'est un choix. Je décide aujourd'hui d'apprendre l'anglais, d'apprendre l'espagnol. Ça doit être un choix. Or, c'est une langue imposée. Vous imposez d'abord à l'enfant la langue, ensuite il va apprendre des mathématiques, mais vous lui enseignez ces mathématiques dans une langue qu'il comprend à peine. Vous avez vu comment ceux qui nous ont précédés ont baragouiné le français. Et aujourd'hui, c'est un héritage honteux. J'ai honte de m'exprimer aujourd'hui dans la langue française. Et qui devait encore avoir honte, ce sont ces mamans, ces jeunes dames, ces vieilles dames qui, considérées analphabètes, entre guillemets, ne connaissent pas, ne comprennent pas ou ne peuvent pas mieux s'exprimer en langue française, mais dès qu'elle a son bébé, parce que le bébé, on prend soin du bébé, à ce bébé, on doit parler en français, même s'il en est analphabète. Lorsqu'on a un chien, on appelle ce chien-là, Milou, viens ici, c'est en français. Et vous voyez que c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Voilà, c'est un traumatisme, c'est-à-dire que nous sommes des gens traumatisés, nous sommes des hybrides, des gens sans culture. Mais il faut savoir que c'est la langue qui... on a parlé d'identité culturelle tout à l'heure, mais il n'y a pas d'identité culturelle sans langue. Aujourd'hui, il faut comprendre que, par exemple, le Lingala, grâce à la Rumba, est en train de traverser les frontières du continent. Il faut savoir que le Lingala, grâce à la SAP, est en train de traverser les frontières du continent. Mais que faisons-nous de la SAP? Aujourd'hui, qu'apprenons à nos enfants? Nous apprenons à nos enfants que le matin, il faut manger le pain avec le beurre, le camembert, le lait. Mais ces médias internationaux que nous écoutons tous les jours, certains aiment au détriment des médias locaux. Ces médias-là, parce que les gens ne retiennent que ce que ces médias disent. Mais dans ces médias-là, nous avons entendu que le lait en poudre qui est envoyé en Afrique, c'est un lait dangereux, c'est un lait mortel. On a vu au Sénégal comment les gens, il y a eu des protestations. Tout ce qu'on nous envoie, le saucisson, c'est du poison. Mais lorsque je mange, par exemple, pour faire l'expérience dans vos maisons, vous mettez à manger le matin votre morceau de moussaka avec le manioc, l'enfant sera étonné parce qu'il vous dira que non, le matin, on ne mange pas ça, on doit prendre le lait. Ce sont des habitudes qu'on nous a inculquées. Aujourd'hui, on préfère manger le camembert que manger le balapinda, le boita. Ça dit que on répugne ces aliments-là. Le poulet à la menthe, on pouvait manger des choses, mais qui sont, je veux dire, des impuretés en fait qu'on nous donne. On parle aujourd'hui du bio. Le bio, c'est l'Afrique. Les gens là-bas que nous envions viennent manger notre bio ici. Nous nous rejetons parce que nous sommes restés
dans cet esclavage. Et c'est le même complexe dont parlait tout à l'heure monsieur Ingrid. Le complexe d'infériorité. Voilà, Ouazibi. Puisque apparemment sur ce plateau toute la faute incombe aux autres, j'aimerais comprendre entre civilisation chrétienne occidentale et celle islamique, laquelle a le plus détruit notre culture, si destruction il y a eu bien sûr. Mais on va aller terre à terre. On prend le cas du Congo, Royaume Congo, Royaume Teke. Les gens vivaient en paix, normalement. Ils priaient Dieu, ils louaient, ils vivaient, ils guérissaient, il n'y avait pas d'épidémie, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on savait comment vivre. On savait comment vivre notre vie. Puis un jour, des bateaux sont arrivés avec des gens. Pour le cas du Congo, c'est des chrétiens. C'est-à-dire que c'est des missionnaires chrétiens qui sont arrivés. Lorsqu'ils arrivent, on sait ce qui s'est passé. Et au finish, ils ont commencé à frapper les gens. Ils ont commencé à amputer, à torturer pour que vous soyez chrétiens. C'est un peu comme aujourd'hui, on dit, c'est la rue qui parle, c'est pas moi. Pour avoir un poste quelque part, pour être à culture.cg, il faut être franc-maçon par exemple. Voilà. Donc, à cette époque-là aussi, pour travailler, pour avoir un boulot, parce que le boulot c'était où? C'était chez le blanc. Quand tu ne vas pas au catéchisme, quand tu ne parles pas la langue du blanc, tu n'as pas de boulot, tu n'es pas considéré. Tu deviens un marginal. Et c'est comme ça que nous avons eu le christianisme. Pareil pour l'islam. Pour être musulman, on l'a torturé, on a tué des gens pour qu'ils soient aujourd'hui. C'est-à-dire que M. Mwanzibi, s'il est chrétien, son fils, s'il est chrétien, son fils est chrétien ou sa fille est chrétienne, parce que lui, il est chrétien. Lui, il est chrétien, pourquoi? Parce que ses parents étaient chrétiens. Ses parents étaient chrétiens, pourquoi? Parce que lorsqu'on remonte la file, les premiers à être chrétiens ont été torturés. Et aujourd'hui, nous vomissons le christianisme. Après, ce christianisme-là aussi, ça sera notre débat. Ça peut être un peu comme les matières premières qu'on vient prendre ici. Lorsque ça va là-bas, on vous ramène du chocolat, on vous amène des pneus, mais ça vient d'ici, la matière première. Mais pas peut-être pour vous... J'ai choqué le chrétien? Non, mais pas peut-être pour vous confondre dans ce que vous êtes en train de dire. Je dois relever l'équivoque. Mon co-débatteur ici évoque l'histoire des dominances chrétiennes. Il faut savoir que la culture, c'est un système de pensée, de philosophie, de croyances, d'art et tout ce que vous savez. Maintenant, je me demande la question de savoir, aujourd'hui, quand vous allez par exemple à Luango, c'est la chrétienté qui a demandé au roi de Luango de faire des constructions avec les matières occidentales? Je ne pense pas. Je ne pense pas, non, s'il vous plaît, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit la chrétienté. Je ne pense pas que ce soit le christianisme qui exige aujourd'hui au roi de Luango. Est-ce qu'il n'est pas simplement impacté? Celui de l'ancien temps de l'actuel. Mais l'actuel est impacté, il est impacté par la mondialisation, je pense, par rapport à tout ce qui se passe, et la civilisation chrétienne, tout ça. Nous avons, regardez, nous avons aujourd'hui en tant que peuple africain nos valeurs. Maintenant, le plus grand problème, c'est la reconstitution de notre histoire. Et c'est de replacer notre histoire. Là, je suis d'accord avec vous quand vous essayez un peu de fustiger le comportement de l'Occident ou le comportement de nos oncles, comme on le dit souvent. Mais la question fondamentale qu'on se poserait dans ce cas d'espèce, ce serait plutôt de savoir s'il n'y a pas nécessité de faire un retour dans nos sources de valeurs et pour voir si on peut actualiser. Pour voir si on peut actualiser. Voilà pourquoi je dis ceci. Est-ce qu'on ne peut pas faire un retour vers notre système, vers nos sources, les sources de nos valeurs, pour voir s'il y a possibilité de les actualiser? Parce que si vous dites, par exemple, que c'est le christianisme qui est à l'origine de la destruction de l'Afrique, mais je vous dis aujourd'hui, qu'est-ce qui est à l'origine de la destruction de nos pays africains? En fait, pas plus tard. Non, attendez s'il vous plaît. Pas plus tard que hier, je voyais, chez vous, je vous en prie, pas plus tard que hier. Laissez-le finir. Pas plus tard que hier, attendez, pas plus tard que hier, j'ai vu au Mali, les sorciers africains se reconnaître publiquement et officiellement. Ils ont créé un grand temple. Un grand édifice. Mais la construction de l'édifice, est-ce qu'elle reflète ce que nous réclamons?
est-ce que ça reflète nos revendications? Ou on nous fait comprendre que, bon, justement, nous sommes dans une espèce de revendication infondée ou fondée. D'accord, monsieur Chevry Souf, alors, vous pouvez rebondir par rapport à ça? Tout ça, je pense que ce sont des caricatures. Il faut dire aujourd'hui que nos traditions, nos mœurs et coutumes, tout ce qu'on peut appeler, ce que vous appelez la source, vous parlez de retour aux sources, tout est faux aujourd'hui. Parce que les choses ont un caractère hybride. Et qu'est-ce que vous réclamez alors? Vous revendiquez quoi? Tout est quasi obsolète. J'arrive. Voilà pourquoi, lorsque la question m'a été posée, j'ai commencé à faire le schéma. Celui de faire comprendre que les Blancs sont à l'origine de nos malheurs. Ce qu'on appelle donc les Occidentaux. Ils sont venus ici avec le christianisme, avec leur langue, c'est-à-dire qu'avec toute une civilisation, pour effacer notre civilisation, pour effacer la nôtre. C'est-à-dire que c'était une bataille de civilisation. L'Afrique a été trempée dans le débat. Ils sont venus au fur et à mesure. C'est pas une histoire, je crois que c'est 400 ans. C'est beaucoup de siècles, ça doit être 4 siècles ou 5 siècles d'esclavage d'abord. Vous avez été esclavagisés. On vous a démontré que ce que vous êtes, ce que vous avez, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on vous l'a mis dans la tête. Lorsqu'on le fait comme ça pose problème. Ils sont venus avec tout aujourd'hui. Dans l'église catholique au Congo par exemple. C'est à partir des années 80, peut-être 9, les années 80, qu'on a commencé à voir le tam-tam dans l'église. Le tam-tam n'entrait pas dans l'église parce que lorsque le Mundélé arrive en Afrique, il voit le tam-tam chez celui qu'on appelle à tort ou à raison sorcier. Il dit que ça c'est un fétiche. Et donc, le tam-tam, il faut se renseigner, a été validé il y a quelques années simplement dans l'église. C'était considéré comme un fétiche. Nos masques ont été arrachés ici. Ils sont partis avec parce que c'était diabolique. Et c'est resté dans la tête du Congolais. Lorsque vous montrez un masque à un Congolais, il considère que c'est un fétiche. Vous allez aujourd'hui à l'église protestante ou même chez les catholiques. Il y a ce qu'on appelle mafuta paroisse. Il y a des huiles faites à base de plantes qui soignent. Lorsque vous allez chez les mamans Bembe aujourd'hui, chez les mamans, je ne sais pas moi, des guérisseurs, des guérisseuses, vous avez un bras fracturé, l'hôpital ne peut rien faire, la maman prendra un coq, elle fait ses petits trucs, paf, vous avez le pied qui est là, on appelle ça diabolique. Mais c'est pas, ça c'est notre science. On avait nos sciences, on avait notre civilisation, elle a été remplacée au fur et à mesure. Je parlais tout à l'heure du costume. Aujourd'hui, pour nous, le costume, c'est la norme. Aujourd'hui, pour nous, il faut s'exprimer en français. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous n'avons pas d'identité culturelle. Parce que il y a cette histoire qui a tourné sur les réseaux sociaux. La discussion d'un Chinois et d'un Africain. Je pense qu'ils sont en France. Les Chinois disent à l'Africain, je veux aller prier chez vous. Et lorsqu'ils vont, on amène le Chinois dans l'église, dans le christianisme, à l'église catholique. Les Chinois disent, mais non, mais ça c'est pas votre, ça c'est la religion de Trouy. Moi, ma religion c'est celle-ci. Votre langue, le gars s'exprime en français. En fait, ce sont des petites histoires comme ça qui ramènent les gens à la réalité. Nous empruntons tout. Nous ne sommes pas nous. Nous ne sommes pas authentiques. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle l'eau de source. Maya source. Je ne sais pas comment on appelle ça dans nos langues. Mais on préfère prendre ça. On appelle ça l'eau minérale. Mais il y a beaucoup de trucs chimiques dedans. L'eau de source est plus pure que ce que nous avons. Là, je suis d'accord. Le complexe, il est là en fait. Parce que c'est difficile d'enlever. C'est difficile de changer la tête ce qui est dans la tête des gens. Nos cerveaux ont été blanchis. Il faut lire. J'ai du mal à comprendre que les chrétiens lisent plus la Bible. Oui, c'est bien de lire la Bible. Mais lisez les livres laissés par Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop était même musulman. Il a démontré. Lorsque vous lisez ce livre, vous verrez que il a cité des penseurs, des chercheurs, des historiens blancs. Je précise le mot, je souligne le mot blanc, qui ont démontré que tout a été blanchi en Afrique. C'est-à-dire que ça a été blanchi. C'est écrit noir sur blanc, mais on n'en parle pas.
Mais lorsqu'on a commencé à faire la seconde, pour ceux qui ont fait la série, on vous apprend que Thalès de Milet, Pythagore de Samos sont allés apprendre en Égypte. On trouve que c'est banal. Non, mais c'est pas banal. Ils sont allés apprendre en Égypte, mais apprendre, c'est pas qu'ils sont venus comme ça dans les bateaux. Non. Ils étaient. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'ils étaient en Égypte, il faut rentrer dans les méandres de cette histoire pour comprendre. Mais ces gars ont souffert. Parce que la tradition était orale. On n'initiait pas n'importe qui. Les Thalès, ils sont partis, ils ont fait des tours. Ils ont été des esclaves pour apprendre. Au débatteur, c'est du déjà. Donc, ça veut dire que pour vous, monsieur Chéri, pour vous, non, en fait, je l'écoute, je veux le laisser aller jusqu'au bout de sa pensée parce que je sais où je veux l'amener. Ça veut dire que pouvons-nous penser donc à une hégémonie occidentale dévastatrice si l'on tient compte de vos propos, parce que quand on vous écoute parler, c'est assez grand ce que vous dites, c'est assez fort quand même. Parce que la faute rejetée est assez forte. Bon, après, c'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qu'on voit sur Internet et tous les chercheurs qui nous mettent devant les yeux ces recherches, ces trouvailles dont ils parlent, le blanchiment justement de l'histoire et tout ça, il y a plusieurs vidéos maintenant sur Internet et autres. Il y a des recherches qui sont faites et qui montrent que ce n'est pas forcément faux. Mais le dire ainsi, j'ai comme l'impression, est-ce que nous n'avons rien à nous reprocher là-dedans? Est-ce qu'on doit forcément rejeter toute la faute sur les autres? C'est ça, en fait, mon inquiétude. Non, on a été naïfs. Maintenant, nous appelons les gens au réveil, à ce sursaut. OK? Les exemples sont là, ils sont légion, les exemples. Mais le grand problème, c'est que il faut effacer des siècles d'asservissement. Les gens ne se rendent pas compte, je répète, je reviens sur les mêmes mots, que nous ne sommes pas nous-mêmes. On nous a imposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez de Ngunza, c'est vrai qu'il y a la pagaille dans ces histoires-là aussi, mais c'est rejeté. C'est-à-dire qu'on a appris aux gens que les Ngunza, les religions traditionnelles, les religions africaines, c'est diabolique. La véritable religion, c'est le christianisme. Mais aujourd'hui, même en parlant de Sengunza, là, si je reviens sur ça, par exemple, quand j'ai entendu M. Mwanzibi tout à l'heure parler du roi de Luango, ce qu'il voulait en quelque sorte nous dire, c'est que si vous voulez vraiment rester dans la tradition, respectez cette tradition-là. C'est-à-dire que vous êtes le roi de Luango, par exemple, vous voulez vivre comme vivaient les anciens rois, ben, bâtissez-vous des maisons un peu à l'image de... Je parlais de mots hybrides, en fait, c'est pour dire, quand je disais que... Mais c'est quand même... Le blanc, on dit qu'il y a le blanc et le noir. Lorsque le blanc et le noir se croisent, ça donne un mulâtre. Tout ce que vous voyez, ce que vous citez là, ce sont des mulâtres. La vraie science, c'est-à-dire que, surtout de dire, l'Afrique avait une science. L'Afrique n'a pas a une science. L'Afrique a une science qui est enfouie malheureusement. C'est une civilisation, mais on l'a occultée. Le mot c'est celui-là. On l'a occultée pendant longtemps. Les gens sont aveugles. J'ai comme l'impression que mon co-débatteur veut nous ramener dans une espèce de rétropédalage où vous allez dans vos cultures et vous y enfermez. C'est pas ce que j'ai dit. C'est le panafricanisme radical. Il nous renvoie dans une espèce de culture où lorsque nous nous y trouvons, on s'enferme. Alors que la logique que nous sommes en train de développer et de vouloir faire comprendre à tout le monde aujourd'hui, c'est de pouvoir aller dans cette culture ou dans ces civilisations, entre guillemets, que jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à nous reconstituer et qu'on n'arrive pas à nous faire accepter, à faire avaler. Et on se demande si on doit aller là-dedans, faire un inventaire critique. Je vous en prie, un inventaire critique de ces civilisations, de cette culture que nous sommes en train de créer tout haut et tout fort. On doit faire un inventaire critique de ces civilisations ou de cette culture pour ainsi voir quels sont les éléments qu'on doit basculer, quels sont les éléments qu'on doit amener dans le monde moderne et Parce que pour vous, vous pensez que tout ce qui faisait partie de notre tradition n'est forcément pas bien. C'est pas forcément. Je suis d'accord avec lui quand il parle de notre culture, quand il parle de notre identité culturelle. Mais il reste à savoir si aujourd'hui on est en mesure, on est capable d'aller dans cette même culture dont nous parlons pour faire un inventaire critique, pour que ça débouche à une sorte d'autopsie pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, et allons vers le moderne dans l'universalisme. La culture chinoise aujourd'hui nous impose certaines choses dans le modernisme.
Mais si vous voulez rester dans l'africanité, c'est là où je dis, c'est là où je dis, c'est là où je dis. Dans l'universel avec une partie de vous. C'est quoi la culture? Mais c'est quoi une partie? C'est quoi une partie de nous? C'est quoi une partie de nous? Je suis désolé aujourd'hui. Je suis désolé aujourd'hui. Regardez, quand je parle par exemple des langues, revenons sur les langues, pour ne pas peut-être pas de la civilisation chrétienne qui aujourd'hui constitue. Il faudra parler de tout. Il faudra parler de tout. Justement, il faut arrêter de se voiler la face et de se dire que telle chose, on ne peut pas parler de telle ou telle autre chose. Mais tout est parti de là. Tout est parti de l'esclavage, tout est parti de cette civilisation. Je dis le point de départ d'une culture, c'est son peuple. Et c'est lui qui est le transformateur de sa société, de son environnement, de son milieu. Et il ne dit pas autre chose, je pense que vous dites la même chose. Si l'Africain n'a pas été capable de transformer son milieu, aujourd'hui, il est question pour nous de faire un recours vers l'histoire pour voir comment actualiser cette histoire pour déboucher à une issue. Devons-nous aussi rejeter la faute sur l'Africain qui, malheureusement, a été contraint par des hommes venus avec des forces, venus avec, par exemple, ils ont eu quoi? J'ai vu qu'ils avaient des armes à feu, ils avaient plein d'éléments de persuasion. Donc, ça veut dire que nous avions hier des éléments faibles dans le terme des rapports de force. Ben, le rapport de force, c'était pas le même, hein, je suis désolé. Ah oui, mais je vous en prie. Donc, ça veut dire que même pas que le rapport de force, c'était pas le même. Je crois que c'était un problème. Il faut repartir. Je crois que c'est un problème simplement de contexte. Aujourd'hui, nous avons la météo. OK? Ceux qui ont étudié la météorologie, ils peuvent dire que demain il va pleuvoir. OK? Et ce n'est pas vraiment une science exacte. C'est-à-dire que la météo peut vous dire le matin qu'il va pleuvoir et il ne pleuvra pas. Ce n'est pas exact. Mais chez l'Africain, s'il dit qu'il va pleuvoir demain, c'est-à-dire qu'il veut qu'il ait la pluie, il fera pleuvoir. S'il veut qu'il n'y ait pas de pluie, il n'y aura pas de pluie. Et on est dans l'exactitude. On a rencontré, je vous en prie, mais pas peut-être pour vous interrompre dans ce que vous êtes en train de dire. On a connu ces histoires où un Africain vous dit qu'il ne va pas pleuvoir, mais il a plu. Lorsqu'on veut, on est allé à l'hôpital. On a fait le tour des hôpitaux. On n'a pas trouvé des raisons. On cherche les forêts congolaises. Et on cherche les forêts congolaises, on va chez ceux qu'on appelle aujourd'hui les peuples autochtones, les pygmées, pour que les gens comprennent bien. On va les fouiller parce que chez eux, ça ne rate pas. Ce sont des gens qui sont restés avec la nature. Mais aujourd'hui, pourquoi on dit que de plus en plus, nos amis peuples autochtones sont moins efficaces? C'est parce qu'ils ont été corrompus. C'est-à-dire que les gars sont sortis de leur environnement naturel. Hier, je vais 40 ans en arrière, 45 ans en arrière, 50 ans en arrière. Il vous suffisait de marcher dans Bakongo, ou bien dans Kombo, qu'on appelle encore Kombo village. Quelqu'un est malade, avec le quinquiliba, on vous soigne, vous êtes guéri. Aujourd'hui, prenez le quinquiliba, vous soignez la personne, ça ne donne pas. C'est un problème d'environnement. Non, et puis c'est pas donné à tout le monde de soigner. Non, c'était possible hier. C'est une science qui se C'était possible, c'est naturel, parce que tout ce que nous avons les Nivakines, c'est faire partie de nos plantes. Mais on nous Madame, a démontré que les tisanes, c'est pas Vous dosé, m'envoyez c'est pas mon ceci. de parole. Non, mais vous parlez. Ouais. Non, Ça veut dire que laissez-le aller jusqu'au bout de sa pensée problème et aujourd'hui, vous rebondissez au sur, fur et à mesure, vous rebondirez sur nous ce habitons dans qu'il a dit. Brazzaville aujourd'hui, mais nous ne nous rendons pas compte que nous avons déraciné Brazzaville. Ce sont des immeubles qui ont remplacé les arbres. Hier, on pouvait se soigner tout autour de nous. Au village, lorsque l'enfant naissait, pour être fort, on n'a pas besoin de kiné. Ok? Vous prenez l'enfant, vous amenez dans l'eau, vous sortez comme ça, vous prenez l'os gorille, vous tapez. Comme ça, l'enfant il devient fort. Il n'y a pas de magie. Mais Qu'est-ce que vous voulez lui dire? je veux dire ceci. Dans les arbres que nous voyons, dans la nature que nous voyons, il y a des esprits. Et lorsque ces esprits-là, c'est-à-dire que lorsqu'on coupe les arbres, toute la magie, toute la science de ces arbres-là ne donne plus. C'est ce qui va développer c'est ce qui va nous amener au voilà, développement. Puisque là, nous sommes dans la... Madame Juliette. Je vais en Oui, fait, monsieur Mwatibi, ce que je suis en train d'expliquer en fait, c'est quoi? Il est difficile de faire comprendre lorsque je ne peux pas comprendre. Parce que il faut aller, je prends des exemples simples, je prends des exemples terre à terre, pour montrer que nous avions, notre culture, elle est forte. Notre civilisation, elle est forte, c'est parce que nous n'y croyons pas. Lesquels ont fabriqué, lesquels ont construit les pyramides? Les Africains. Aujourd'hui, c'est la construction la plus durable.
Allez regarder sur Internet. À dire que personne ne pourra construire quelque chose plus fort que les pyramides. Mais ceux qui l'ont fait n'avaient pas de science comme aujourd'hui. Ils l'ont fait à la main. Allez voir les hiéroglyphes, ça existe encore là. Mais c'est une science déjà qui existe. Le problème, c'est que... C'est une science qui existe. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous êtes dans culture, on va par exemple chez les cuisiniers, vous avez une recette. Lorsque cette recette-là, on la vole, elle perd son sens. La magie de l'Afrique a été détruite par les vendus. Elle a été détruite par les... Il pointe du doigt, M. Mwandibi. Vous pouvez rebondir puisqu'il vous appelle vendu même. En fait. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est un panafricaniste. Radical. Radical. Non, même pas radical. Je suis panafricain, moi. Parce que je porte le sang africain en moi. Est-ce que le panafricain, c'est celui qui porte le sang africain? J'ai le sang africain en moi. Celui qui défend. J'ai le sang africain en moi. Vous défendez, mais vous vivez autre pratique. Ah non, ça ne veut rien dire. Vous avez un téléphone, un smartphone, ici, ce n'est pas l'africanisme, ça. Voilà pourquoi je suis en train de dire ceci, Madame Lisbiette. Je ne rejette pas en vrac les idées évoquées par mon cher aîné ici, sur ce plateau. D'accord. Il est question pour nous aujourd'hui de répondre aux besoins de la globalisation et de la mondialisation. Une Afrique qui, entre guillemets, a été trompée à cause de sa naïveté, à cause de ses dirigeants qui n'avaient pas les rapports de force nécessaires pour résister à un inconnu. Et on a vendu donc l'Afrique. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne s'agit pas simplement pour nous d'aller reconstituer notre histoire et de faire accepter notre histoire à nos peuples. Il est question pour nous aujourd'hui de pouvoir répondre aux besoins de mondialisation, de globalisation pour que, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue technologique, que l'Afrique soit en mesure de se défendre vis-à-vis de son interlocuteur. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons mener quel combat? Et le combat contre qui? Alors que les autres ont tous les moyens nécessaires aujourd'hui. D'accord. Revenons un peu, parlons économie. À tous les deux, nous allons quand même reconnaître qu'avec l'arrivée de l'homme blanc, cela a facilité, on va dire, le développement de l'Afrique. D'accord? Avec la création des usines, la création des universités, la création des routes plus praticables et tout ça. J'aimerais comprendre, ça aussi, on rejette la faute aux Blancs, on dit que c'est mauvais, ou est-ce que quand même à un moment donné, on reconnaît qu'ils nous ont quand même apporté quelque chose? Que leur reproche-t-on? Bon, vous savez déjà le point de départ, et je suis d'accord avec mon cher aîné quand il développe les aspects relatifs à la naïveté de l'Afrique. Le point de départ, c'est que le Blanc arrive vers vous et a les outils nécessaires. Et tout ce qui est technique, il vous en impose, tout en sachant ce qui est sous terre. Et vous ne savez pas la valeur de ce qui est sous terre. Et qu'est-ce que fait le Blanc? Il en développe avec toute sa technicité possible. Mais aujourd'hui, cette question économique va de soi avec ce que le Blanc a fait sur nos terres. Il est vrai, il est incontestable que nous avions des richesses et ces richesses sont transformées. Mais la réponse qu'on nous donne de ces richesses transformées n'est pas proportionnelle. Qui vous empêche? Vous avez des élèves qui sont allés dans les grandes universités. Vous avez des Africains très intelligents qui vous empêchent d'exploiter vos richesses naturelles. Voilà pourquoi je veux vous ramener sur le domaine, sur le point de la globalisation aujourd'hui. C'est qu'on doit reconnaître le fait pour le Blanc, avec toute sa technicité, son outillage technologique, d'exploiter nos ressources naturelles, d'en développer autrement et de nous donner une contrepartie qui ne répond pas à ce qui a été soutiré sous nos terres. Mais aujourd'hui, il va de soi avec la moralité de nos gouvernants, va de soi avec la moralité des décideurs. Est-ce qu'ils ont une probité morale pour prendre conscience des effets dévastateurs de cette technologie qu'il y a eu sur nos matières et pour chercher l'expertise, pour chercher la main-d'œuvre, soit nationale, soit internationale, pour qu'on fasse l'industrialisation sur place dans nos pays. Et ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Nous avons donc nous-mêmes aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, la preuve de contraire, comme il est en train de le dire. La faute incombe à l'Africain aussi à un moment donné. C'est ça le problème où je sais on en est là aujourd'hui. Nous n'arrivons pas jusqu'à à décider présent de notre avenir jusqu'aujourd'hui. Nous n'en parlons que dans les textes. Et parfois même, nous n'en parlons que de bouche.
Mais avec dans la cette pratique, belle nous culture vivons. que nous avons. Tout à l'heure, il a parlé de l'art culinaire, ce que nous avons comme Mbalapinda, par exemple, qu'il a évoqué tout à l'heure. Rien qu'évoquer le nom Mbalapinda, tout de suite, on te regarde différemment. On a l'impression que tu es un indigène. Est-ce que vous comprenez? Nous-mêmes, nous devons reconnaître que nous avons des tares à traiter. Si on continue jusqu'à présent à rejeter la faute sur les autres, oui, il y a eu ces civilisations qui sont arrivées. Oui, il y a eu l'esclavage, on le sait. Oui, la mondialisation est arrivée. Mais je ne pense pas que la mondialisation ne nous ait apporté que du mauvais, M. Chéré. Pas que du mauvais. Regardez aujourd'hui lesquels tiennent les grands hôtels de la place publique. Ce n'est pas les Congolais, hein? Ce n'est pas les Congolais. Donc, celui qui tient son hôtel vous impose sa recette. Alors que si un Chinois quittait la Chine, un Français quittait la France et venait au Congo par exemple et trouvait qu'un hôtel était, un restaurant bien sûr, était tenu par un Congolais, mais il allait avoir ce désir de pouvoir goûter l'art culinaire congolais. Malheureusement, tout est lobbying en Afrique jusqu'aujourd'hui. Heureusement que dans les pays ouest-africains aujourd'hui, il y a comme un mouvement de réveil et tout ça, mais c'est toujours combattu. Monsieur Chevry plaiderait-il pour un échange commercial sud-sud? Sud-sud, Ouais. ça existe apparemment. Que sud-sud? C'est-à-dire plus sud-sud que nord-sud? Oui. En fait, ça sont des stratégies politiques, en fait. La réalité... Ben, nous débattons peut-être pour leur donner des idées, parce qu'apparemment les gens s'asseyent pour ne peut-être pas Les faire gens grand-chose. vont généralement vers le superficiel. Pour que toutes ces choses-là marchent, il faut se débarrasser du franc CFA. On dirait que c'est radical. Mais c'est ça, parce que lorsque vous avez des CFA, d'abord à notre niveau, quand vous arrivez en France, par exemple, ça ne représente rien. Absolument. Peut-être en France, vous aurez des Congolais qui vont vous faire des échanges et tout ça. Allez avec vos CFA aux États-Unis. Et dites, vous allez les jeter. Parce que ça ne représente rien. Absolument rien. Lorsque notre pays a des transactions à faire, ils ont des CFA, il faut aller déposer, c'est-à-dire que si vous avez par exemple 10 milliards de CFA pour acheter du matériel, je parle de l'État en Israël, vous n'irez pas là-bas avec les CFA, vous devrez aller en France. Ces CFA-là vont être convertis, donc vous n'aurez plus les, c'est pas moi, les 100 milliards que vous avez au départ. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne fait que tourner en rond. Le vrai problème ici, il faut que les pays africains soient indépendants. Totalement indépendants. Mobutu a essayé de faire, peut-être maladroitement, peut-être mal conseillé, mais en fait, l'initiative, c'est celle-là. Il faut avoir votre propre monnaie, parce que vous êtes dirigé politiquement. On va se dire, on se plaint, oui, on va se plaindre, on doit décrier ça. Politiquement, vous êtes dirigé. Économiquement, vous êtes dirigé. Culturellement, On en parlait tout à l'heure, vous êtes dirigé. Et je veux même mettre dans la culture, c'est vrai que c'est dans la culture, mais il faut que je cite ça pour que les gens comprennent. Spirituellement, vous êtes dirigé. Alors, comment vous pensez évoluer? Parce que le monsieur qui va vous dire, je ne parle pas des charlatans, je parle du vrai guérisseur, qui va vous dire que moi, je guéris le cancer. Mais on ne va pas croire, on va rejeter. On ne cherche pas à comprendre d'abord comment il fait de mettre la personne à l'épreuve, faire des études pour que ça évolue. Non, non, non. On a vu l'histoire, c'est avec le Covid. Je pense qu'il y a un président malgache Oui, qui avait trouvé une solution. On en a pu parler. absolument. Ok. On a sur le VIH-Sida. On a des histoires, on a des documentaires ici. C'est pas. Absolument. On a tué des gens pour ça. Absolument. Ok. L'Afrique a ses mystères, l'Afrique a ses stratégies, l'Afrique a sa science, l'Afrique a sa culture, l'Afrique a sa civilisation. Oui. On ne va pas se contenter de ce passé-là. Mais il faut prendre en compte ce passé. Il faut, je reviens. donc, parce que je disais dès l'entame de cette émission, il faut de la volonté politique. Il faut la valorisation. Il faut de la promotion. Valoriser et promouvoir notre patrimoine culturel immatériel.
notre patrimoine, je ne parle pas de patrimoine naturel, mais notre patrimoine culturel, matériel et immatériel, nous devrons donner de la force. Parce que je prenais simplement un exemple banal. Ici, dans ce pays, lorsque Fabregas vient, je ne suis pas contre, c'est un artiste talentueux. Fabregas vient pour un concert, Segrakal vient pour un concert, les Congolais iront vers Fabregas. Parce qu'on aime ce qui vient de loin. Mais c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Ce sont ces stars-là. Donc, On préfère tout ce qui vient de l'extérieur. il faut qu'il y ait... J'ai pris tout à l'heure un exemple avec lorsqu'on nous a demandé de porter des cache-nez, tout le monde a suivi, tout le monde s'est mis au pas. Je pense qu'il faut de la volonté politique. Il faut que chacun, que à la maison, vous puissiez... Mes enfants ne s'appellent pas Junior, Chris, etc. On ne donne pas ces noms aux enfants. On nous a dépouillés de tout. Parce que comment? On n'avait pas de prénom, nous. Vous vous appelez Monsieur Mwanzebi, mais Ingrid sort d'où? On a vu sur le calendrier, Christian, etc. Mais ce n'est pas le prénom. Et puis ce système de donner, lorsque tu as un enfant, tu donnes à tous tes enfants les noms. C'était pas comme ça la culture africaine. Parce qu'en Afrique, c'était comment? Lorsque l'enfant naissait, on lui attribuait un nom par rapport au contexte. Aujourd'hui, on nous a dépouillé de ça. Parce que mon grand-père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé le calendrier. Il a donné à ma mère le prénom Agathe. Beaucoup de prénoms. Non, la culture du prénom n'est pas africaine. C'est pas une culture africaine. On a tout emprunté. Maintenant, nous demandons aux gens, ce que nous disons, c'est que regardez comment les choses se sont faites. Regardez comment ces gens sont venus. Ils nous ont détruits, ils ont tout détruit. Donc devons-nous tout rejeter? Le problème, c'est ce que j'ai dit. La Chine, le Japon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié ce qu'ils ont vu ailleurs. Ils sont restés sur leur base. Nous devons rester sur notre base. Et je pense que pour que les choses marchent, dans nos pays. Il faut une sorte de Dans ce commutativité. pays, il faut travailler ensemble. Il faut d'abord mettre une croix dit tout sur à le l'heure. christianisme, mettre une croix sur l'islam, mettre une croix sur toutes les religions. Et vous Mettre voyez, totalement une croix. sur toutes les religions. Les empêcher C'est-à-dire que- d'exercer dans nos pays africains. Je pense que la Chine a fait ça pour être là où elle est là aujourd'hui. On est content d'aller en Chine. Mais la Chine a dû faire des sacrifices. Et je préfère parfois la dictature. Parce que là-bas, c'était la dictature. Et aujourd'hui, ils ont goûté les fruits. Monsieur Mwanzebi, vous êtes d'accord avec ça? Bon, je disais que Je trouve ça assez radical, hein, je suis désolée, mais panafricanisme radical. Je suis d'accord, je suis vraiment d'accord avec beaucoup de choses Non, mais dites on ne ici. peut que tomber d'accord lorsqu'on est africain, mais à un certain moment, il faut essayer de revoir les choses et voir comment orienter les libertés de chacun de nous. Voilà Parce qu'on pourquoi ne peut pas je totalement dis- rejeter je dis les ceci, autres. Je dis ceci. Aujourd'hui, le problème de l'Afrique n'est pas qu'un problème de culture. Ça atteint presque tous les domaines et même institutionnels. Vous allez voir que même dans la rédaction de nos textes qui régissent le fonctionnement de nos sociétés, de nos institutions, il y a une sorte de mimétisme dans la rédaction de ces textes. Est-ce que les textes que nous sommes en train de rédiger pour faire fonctionner nos sociétés, pour faire fonctionner nos institutions, répondent à nos mœurs, répondent à nos vrais problèmes de société? Et c'est là où je dis, nous tombons parfois dans le jeu, en tant que juriste, là je me permets de faire une parenthèse comme ça, nous tombons dans le jeu de l'universalité des droits de l'homme. Or, l'universalité des droits de l'homme nous renvoie aux droits des minorités. Et ces droits de minorité nous donnent quoi aujourd'hui? Nous sommes dans des familles où il y a l'homosexualité qui est maintenant encouragée, préconisée d'ailleurs. La question du transgenre, l'orientation sexuelle, aujourd'hui, ce sont les aspects qui gagnent de plus en plus notre société. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que justement, nous adoptons la question de l'universalité des droits de l'homme et avec le droit de minorité. Alors, en ce moment-là, vous allez voir par exemple nos textes nationaux, les textes qui n'évoluent pas, les textes qui ne sont que le reflet des textes français ou des textes de l'Occident. Et nous, ce qu'on doit faire, vous prenez par exemple le code pénal congolais, qui a vieilli d'ailleurs, mais il n'y a pas la volonté politique et judiciaire à faire évoluer le code pénal. Parce que ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est autorisé, oui. Dites-moi comment est-ce que vous pouvez sanctionner un homosexuel? Et sur fondement de quel texte juridique? Comment vous pouvez sanctionner la question de l'orientation sexuelle?
Encore qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'originalité, nous parlons de l'africanité, vous allez dans les pays comme le Botswana, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Mozambique et autres. Ce sont des pays qui ont dépénalisé même l'homosexualité. Et chez nous, il y a une volonté manifeste qui, entre guillemets, est tacite, qui ne vous dit pas que nous on interdit l'homosexualité. Donc vous êtes libre, allez-y, faites-le. Et sous d'autres cieux, quand vous recevez quelqu'un qui a une orientation sexuelle tordue, il n'est pas le bienvenu chez vous. Donc nous n'avons pas que des problèmes d'ordre culturel, mais nous avons également des problèmes d'ordre institutionnel, des problèmes d'ordre politique et des problèmes d'ordre juridique. Aujourd'hui, il faut voir de fond en comble le texte et les faire évoluer. Regardez, par exemple, aujourd'hui, nous parlons, je me permets de faire cette parenthèse avec la loi Moïbara. La loi Moïbara, où il y a eu une confusion entre les délits, les crimes, les contraventions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su comprendre pourquoi en France on parle de contravention. Pourquoi en France on parle de délit. Pourquoi en France on parle de crime. Mais nous avons pris ça, on a adapté ça à notre société sans savoir les conséquences. Qu'est-ce qui devrait évoluer selon vous dans nos textes, par exemple, comme ça? Oui, dans nos textes, aujourd'hui, on doit faire évoluer la question du genre, donner notre position clairement dans ce sujet. Quand nous parlons de la parité, mais orienter cette question de la parité, parce que vous parlez de parité, mais les textes, entre guillemets, la Constitution parle de parité. Mais est-ce qu'il y a un texte qui accompagne cela? Si bien que depuis les années 1958 jusqu'en 2024, nous avons un faible pourcentage de représentativité des femmes dans le gouvernement, à 6 et 8%, soit 5 ou 6 femmes dans le gouvernement. Et nous avons aujourd'hui les questions de l'homosexualité, où il faudrait que les textes donnent la position culturelle d'un pays. Et tout ça, ça doit évoluer. Monsieur Chevry, que pensez-vous, par exemple, quand il parle tout à l'heure de parité, la place de la femme dans l'Afrique d'avant et l'Afrique d'aujourd'hui? Pensez-vous qu'il y a évolution? Accompagnez-vous ces combats? Parce que, est-ce que vous pensez que les femmes de l'Afrique d'avant étaient aussi combatives que celles d'aujourd'hui? Puisqu'on reproche à la femme ce combat, par exemple, féministe. Je pense que la femme a régressé. Si on regarde avec le regard africain. Parce que tout ce que j'entends, loi Moïbara, tout ça, c'est, on va dire, à l'image de la femme occidentale. La parité a toujours existé en Afrique. Mais ce n'était pas la parité. On appelle ça la complémentarité. La femme, l'homme est une force. Et la femme, je pense, en me basant sur ce qui se passe en Afrique, n'est pas l'égale comme telle de l'homme en termes de force, mais c'est une force complémentaire. C'est un peu comme le plus et le moins. Chacun joue son rôle. Hier, quand l'homme, le chef de famille, allait à la chasse, la femme ne partait pas à la chasse. C'est-à-dire que la chasse est réservée aux hommes. Qu'est-ce que la femme fait? Elle va au champ. Elle travaille aussi. Mais vous voyez que c'est des dimensions. Est-ce que la femme n'était limitée qu'au champ? Non. Est-ce qu'il y a des femmes guerrières? J'arrive. La femme organise. La femme organise la maison, organise la vie au village. Elle va à la pêche, mais pas comme les hommes. Elle va et tout ça, elle prépare. L'homme revient, je peux considérer ça comme le travail. Il est parti en forêt. Il ramène de quoi manger. Et c'est la femme qui organise. Et donc, que pensez-vous lorsque de ça par rapport à ce qui est au Mbongi, lorsque les hommes se retrouvaient, mais le chef du village, lui, les femmes étaient là. Elles ne prenaient pas la parole parce que c'est les femmes qui conseillaient. Moi, je parle de complémentarité, pas d'égalité à la manière occidentale.
L'égalité à la manière occidentale, qu'est-ce que ça nous amène aujourd'hui? Vous regardez, on vous dit, c'est choquant, ça va choquer les gens, mais on vous dit, candidature féminine vivement encouragée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur Diaz vient avec ses diplômes, madame Mabiala vient avec ses diplômes, les mêmes diplômes, pour un poste, mais on va prendre madame Mabiala parce qu'on dit candidature féminine vivement encouragée. Est-ce que ce n'est pas justement parce que des années avant, c'était le contraire? J'arrive. Pourquoi avant, on n'a pas crié sur ça? Dans 30 ans, Ouais. dans 40 ans, dans 50 ans, nous aurons une société, entre guillemets, efféminée, peut-être que ce n'est pas le mot, où il y aura plus de femmes qui vont travailler, plus de femmes à des postes de responsabilité et moins de hommes. Or, que ce soit pour ceux qui sont dans le christianisme ou pour ceux qui sont dans les religions africaines, le chef, l'homme est le chef de la femme. Vous aurez la femme avec une puissance financière qui ne respectera pas l'homme parce qu'il y a des exemples bien les gens dans ce pays, dans nos administrations, nous voyons comment ça se passe. Okay. Lorsque, entre guillemets, on inverse les choses, lorsque c'est la femme qui porte la culotte, ça c'est compliqué. Mais la société que nous avons aujourd'hui nous emmène à ça. Les femmes seront rois. J'ai pas envie de dire reines, les femmes seront rois et les hommes seront derrière. C'est à cette société-là qu'on nous expose. Tout à l'heure, il a parlé de l'homosexualité, permettez-moi, mais on ne s'en prend qu'à nous-mêmes. Parce que chez moi, il n'y a pas Canal+. Pourquoi? J'ai identifié une fois Madame la présentatrice sur une de mes publications pour dire que c'est au cinéaste aussi de faire un effort. Par exemple, il y a d'autres personnes aussi. Nous avons connu l'Amérique forte grâce au cinéma. Rambo, Commando, etc. Tout ce qu'on a vu, les militaires américains au Vietnam, ils ne meurent pas et tout ça, voilà. Les Américains ne laissent jamais. C'est le cinéma qui nous a mis ça dans la tête. Nous avons aimé le Kung Fu grâce au cinéma. Mais le cinéma congolais, qu'est-ce qu'il nous propose? Qui pour aider? Parce qu'il faut d'abord donner de la force à votre culture. Il faut donner de la force à votre patrimoine culturel. Nous ne donnons pas la force à notre patrimoine culturel parce que les vacances, nous allons passer nos vacances où nous allons passer. Hier, on passait les vacances dans nos villages. C'est-à-dire que papa, maman prenaient les enfants, ils vont au village, on va apprendre des valeurs. Aujourd'hui, on amène des gens à Paris, aux États-Unis. Mais pour quelle culture? Est-ce que vous comprenez? On nous a amené l'homosexualité, mais c'est ce que nous suivons. Parce qu'il faudrait que les Africains comprennent que les Africains doivent booster, financer le cinéma africain pour que des valeurs africaines soient ventilées à travers ce cinéma-là. Or, quand vous partez chercher de l'aide, des subventions chez les Occidentaux, mais eux, c'est leur culture, il n'y a pas de problème. Ils vous aident, mais vous devez parler de leur culture, vous devez parler de l'homosexualité. Regardez les chaînes du bouquin que j'ai parlé, toutes les chaînes, vous verrez les séries Afrique. C'est un peu le Sénégal qui tente de résister un peu, mais tous les pays, il y a toujours quelque chose d'homosexualité. Moi, je ne suis pas contre l'homosexualité, je ne suis pas pour l'homosexualité, mais moi, je montre comment les choses se font. Parce que, tout à l'heure, on a dit que non, le problème, il est culturel. Lorsqu'on est à l'aise culturellement, tout vient. Tout s'arrange tout seul. Parce que le problème, il est d'abord culturel. Les autres ont ventilé leur civilisation à travers le cinéma, le théâtre, etc. Et c'est ce qu'on vous impose aujourd'hui. On a notre danse ici, et Ngonza, etc. Qu'est-ce qu'on en sait? Nous aujourd'hui on parle de danse contemporaine, voilà, je danser comme ça, on est content. Vous ne comprenez pas ce qu'est la danse, mais on est content parce qu'on se dit que c'est moderne. Et à qui rejetez-vous la faute? Vous pensez que le cinéaste qui se débrouille tout seul avec ses moyens de bord pourra vous produire autant de films possibles? Vous ne me comprenez pas en fait. Je suis en train de dire ceci. C'est d'où on va rejoindre M. Mwantimi qui parlait de volonté politique. Non, le problème, je suis en train de dire, moi je l'accuse. Mais le financement africain n'est presque pas présent. Non, je l'accuse pas. En fait, je suis en train là, on vous rejoint. On peut parler de panafricanisme. Je ne fais que repeindre en fait la réalité. Justement, on revient au panafricanisme. Je dis ceci. Le cinéma, il est là. Ok? Monsieur X est acteur, il est réalisateur. Il a un projet. Il veut parler de Kimpavita. Il fait le tour des mécènes au Congo.
Il ne trouvera pas. Il ne trouve pas. En fait, on dit presque la même chose. Il ne trouve pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir l'union du Gondwana. D'accord. Ok. L'union du Gondwana vous dit, bon, mais moi, oui, c'est bon, c'est qui va vite, non, mais il faut changer. Vous déformez l'histoire. Ok. Le problème, c'est qu'il faut que les Africains puissent soutenir les initiatives africaines. Les initiatives culturelles, c'est ce que C'est-à-dire vous voulez que, dire. voilà, mais purement africaines. Pour rejeter les autres. On revient Non, pas toujours, pour vous êtes rejeter. toujours. C'est-à-dire que pas pour rejeter, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai des voisins. Moi, je ne m'occupe pas des voisins. Je veux embellir chez moi. Ok? Pour que mes enfants soient bien. Donc, j'arrange chez moi. On ne s'occupe pas des autres. Il faut faire un effort de donner de la force à notre culture. Alors, monsieur Chevry, on va. Les 3 piliers de développement durable étant l'économie, le social et l'environnement. Qu'est-ce que la conservation de nos valeurs que vous prônez tellement, des valeurs ancestrales, apporterait à l'Afrique en général et au Congo en particulier, que la mondialisation n'a pas apporté? Exemple. Je prends la parole. Exemple. Suivi Le de. Nzobi. Ah, c'était vous qui Le qui aviez la parole Comme tout j'ai à la l'heure. parole, le Nzobi. C'est vrai. Lui, Donc le on va y aller, on va y aller assez Je vais vite. être court. Je Ouais. prends simplement un exemple D'accord. sur le Nzobi. D'accord. Vous avez les 10 commandements, c'est la Bible. Vous avez, c'est pas moi, comment on appelle ça? La justice, hein, la justice des hommes. Lorsque, pour arrêter avec l'affaire de détournement, par exemple au Congo, puisqu'on se plaint tous les jours, vous amenez quelqu'un en prison, bon, il finira par sortir ou il sera acquitté. Parce qu'aujourd'hui, la justice, c'est quoi? Ce n'est plus une justice. Quand tu arrives à démontrer que tu n'es pas voleur, tu es libéré, même si tu es voleur. Si tu es assassin, quand on n'arrive pas à démontrer que tu es assassin, tu es libéré, tu es parti. C'est ça la justice des hommes. En gros, on Ok. revient à la question. Et réponse donc, à la question maintenant, je vous donne la réponse. D'accord. Avec le Nzobi, on n'a pas besoin de mettre des innocents en prison et de libérer des coupables. Au Nzobi, quand tu as volé, on dit vous avez volé, bon, venez là. Celui qui a volé va tomber, il sera malade. C'est pratique. Si l'Afrique, par exemple le Congo, utilisait le Nzobi par exemple, faisait recours au Nzobi, je pense qu'on ne se plaindrait plus des Et vous malversations financières. vous ne pensez pas qu'on pourrait, donc pour vous, il faut tout de suite, parce que le Nzobi tue. Hein. Non, il ne tue pas. Le Nzobi tue. Non, le Nzobi coupable. c'est quoi? Lorsque il faut, c'est ce qu'on appelle une faute avouée et à moitié pardonnée. Lorsque vous avouez, lorsque vous faites le mea culpa, ça s'arrête. Monsieur C'est-à-dire que, Mohamed, Obimina Mwasa Moninga, Boken Nzobi. Tant que tu n'avoues pas ça, dès que tu avoues, ça s'arrête. Moi j'ai vécu le Nzobi. Voilà. et monsieur Mohamed, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous sommes dans une spiritualité extrême, beaucoup poussée déjà en évoquant le Njobi. Je suivais d'ailleurs même le professeur Ngaleba parler de la culture Mbossi pour nous ramener un peu au fait du fétichisme et que lorsque quelqu'un volait un bien qui ne lui appartenait pas et qu'il n'avouait pas finalement, il est tombé sur le coup du fétichisme africain. Mais je pense bien que dans ces traditions et valeurs africaines, on a dû aussi remarquer l'autoritarisme. On a dû remarquer la dictature parfois. Il y avait des chefs de tribu qui pouvaient exagérer et demander plus des impôts aux gens. Ça s'est retracé quand même dans l'histoire. Mais je dis, aujourd'hui nous allons vers comme je l'ai dit au départ, vers une mondialisation, sinon dans une globalisation. La règle droit a pour vocation à s'appliquer à toutes les personnes sans tenir compte d'une catégorie de personnes le moins désignées. Et cette règle, si elle sanctionne tout le monde. Si elle protège tout le monde. Vous voulez-vous en venir? Elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Si on arrive à s'affranchir mentalement et moralement, en sachant que la loi est au-dessus de tout le monde, S'affranchir de quoi? s'affranchir de notre ego, s'affranchir de notre avarisme, s'affranchir de notre dictature. Parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes de l'Afrique, ce n'est pas le blanc. Nous avons la gestion de nos États, Ah, là, la gouvernance étatique. Aujourd'hui, D'accord. il y a des règles qui sont dûment établies.
Et d'ailleurs, même il y a la classification des infractions par ordre et par degré. Donc, c'est vrai que nous pouvons revenir vers nos cultures ou vers nos coutumes. Je dis aujourd'hui, à l'ère de la globalisation, de la mondialisation, on doit faire évoluer aussi ce que nous avons comme culture, ce que nous avons comme technique. Et maintenant, où est le problème de la loi aujourd'hui? C'est les hommes. C'est les hommes qui sont à l'origine. Et si les hommes ne veulent pas faire appliquer la loi, qu'est-ce qu'on en sait? Et surtout qu'avec nos fétichismes et autres, nous avons les détenteurs des mystères. Les détenteurs des mystères peuvent également manipuler les autres. Voilà pourquoi je dis, à l'ère de la mondialisation et de la globalisation, nous avons des textes. Faisons appliquer nos textes. Ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Américain qui nous empêche aujourd'hui de faire appliquer la loi que nous avons nous-mêmes adoptée, que nous avons nous-mêmes aussi mise en place. Lesquelles lois? Lesquelles lois? Mais nous avons le code pénal qui punit les quelques infractions connues, les délits, Le les code contraventions. pénal dont vous parliez tout à l'heure qui est totalement calqué. Non, je vous code assure pénal. que le vol reste le vol. Le viol reste le viol. Non, c'est-à-dire que Oui, non, ça reste le mais Le que pire vous, dans cette que vous histoire, c'est ameniez, que vous l'ameniez dans le cette contexte du justice-là, fétichisme africain, dans le njobi, ça reste le vol ou ça reste Et le c'est viol. une justice Ça à reste perte de l'adultère. vitesse en ce moment. À perte de vitesse, c'est les humains. Je vous dis, c'est les humains, c'est les hommes. Et même quand on aurait adopté notre justice spirituelle, les détenteurs de nos mystères sont capables aussi de nous manipuler. non. Mais je vous dis, nous avons nos vieux du village qui utilisent la sorcellerie à leur avantage, à leur profit. En empêchant même les autres à évoluer, à avancer. Mais pourtant, ce que nous avons reçu, c'est pour notre bien, à nous tous. Et vous allez voir qu'un sorcier du village ne veut pas voir quelqu'un avancer. Mais c'est quoi? C'est la mauvaise foi. Autant que pour la loi moderne, tout comme pour la loi traditionnelle, il y aura toujours cet aspect de mauvaise foi qui va nous rattraper. L'homme est bon, la société est le courant. On a fait les hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours. Mais qui vous a pas dit que hier, avec ce que nous avions de naturel, les gens n'ont pas cherché des détours avant que le blanc ne vienne? Qui ne faisait pas du mal à l'autre? Qui ne faisait pas du tort à l'autre? Et qui parfois n'outrepassait pas les règles du monde établi? Mais il y a, tout, Et il alors, y a du encore bon et que du dans nos, mauvais partout. encore que dans nos mœurs, encore que dans nos traditions, des exemples. il y a les initiés. Je peux vous donner des exemples. Il me semble que dans les années 80, fin des années 90, j'ai vécu à Mayoko, donc chez mes parents. Là-bas, on ne vole pas. Vous allez dans des villages de la cuvette ouest, en fait, aujourd'hui, les choses changent. Je me dis qu'il n'y a plus de puissance, en fait, vous allez vous laisser vos chaussures, vous laissez tout ce que vous avez dehors, personne ne prendra. Parce que lorsque on vole, le lendemain, la personne qui a volé lui-même, c'est-à-dire que dès qu'on va au tribunal traditionnel, chacun prendra son compte. Et les gens ne volent pas. On arrêtait donc le vol de façon générale. On ne vole pas. On arrêtait le vol. Mais nous avons aujourd'hui des terrains que non. On amène les gens là-bas. Est-ce qu'ils arrêtent avec la sorcellerie dans nos familles? En faisant du mal aux autres. En torpillant la vie des autres. Moi, je ne parle pas de terrain. C'est ce qui est traditionnel, non? Je dis ceci. Moi, je pense la justice occidentale. Je pense bien que la justice occidentale a des failles. C'est-à-dire que non, Vous devez- ça c'est un faux débat. Voilà pourquoi je dis vous devez- qu'aujourd'hui, vous êtes il devant faut un violeur. réactualiser tout Vous le êtes devant un système que violeur. nous avons. Vous Si on doit savez qu'il a réactualiser le violé. système judiciaire, c'est à nous de réactualiser le système judiciaire par rapport à nos mœurs et à nos habitudes, Pourquoi à nos comportements. Pourquoi je dis que la justice pour ainsi occidentale- faire évoluer notre D'accord. société. Il faut qu'on s'entende sur le D'accord. plateau. il faut faire évoluer. Moi, je pense qu'il faut réfléchir sur comment, pas moderniser, mais faire évoluer la justice africaine. Parce que moi, je ne crois pas dans la justice occidentale. Et tous ces juristes, monsieur Chevry-Diaz, et tous ces juristes qui ont étudié dans les grandes universités, que deviendront-ils? Ils seront mis dans les Est-ce que nous parlons, judiciaire. parce que lorsqu'on parle de renaissance africaine, on n'a pas besoin de penser à
parce que aujourd'hui nous C'est utilisons des... extrêmement radical. Ça veut dire que Nous utilisons des télévisions de plasma. vous les mettez à Nous l'écart. utilisons ce qu'on Et appelle- pourtant, quand on vous voit, vous avez bien porté une basket, un jean. Mais Lorsque- j'aurais aimé vous voir lorsque- dans votre tenue J'arrive, avec laquelle j'arrive. dans laquelle je vous Non, vois c'est parce à la qu'on veut télé. se tromper, on n'est pas honnête avec soi-même. Aujourd'hui, Non, mais- je dis, Est-ce que En je peux... gros, est-ce que je peux pas m'exprimer? l'africanisme Ce que radical, nous mais on avions- se met quand même est-ce que je peux à la m'exprimer? tenue ce que européenne. nous avions Est-ce que je hier, peux ce que nous avions hier, c'est pas Est-ce que je peux forcément. m'exprimer? Ce que nous avions hier, c'est pas forcément mauvais. Mais je dis Je veux qu'aujourd'hui, il faut expliquer les faire choses. adapter et faire évoluer ce que nous avions. Hier, au défi de la mondialisation, les rapports de force. Mais si vous restez traditionnel et que vous n'êtes pas en mesure de lutter contre les autres, On ne reste pas les traditionnel, mêmes on reste effets, nous. les mêmes causes On produisant reste les nous. mêmes effets. Moi, je vais simplement aller avec des exemples. Aujourd'hui, parlons du mariage, ce qu'on appelle le mariage coutumier, le mariage africain, ou le mariage à l'africaine. Hier, pendant les cérémonies de dot, on demandait des machettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demandait de la cola. Est-ce qu'on a encore de la cola? Est-ce qu'on a encore du sel dans les listes de mariage? Ça n'existe pas. Parce que c'est justement cette perte d'identité culturelle. Aujourd'hui, on demande autre chose dans ces histoires-là. Alors, si on se met à se dire, ah ben non, il faut rester coller à la modernité. Non. Je pense qu'il nous faut faire un effort de donner de la force à notre identité et partir avec notre identité dans l'universalité. Si on fait ça, mais avant d'aller dans l'universalité, il faut d'abord être fort soi-même. Mais pour Parce être, que si comment vous allez- être fort avec, je reviens encore Justement, sur ce parce que peuple-là, lorsque vous allez sans force dans l'universel, vous on êtes vous écrase. englouti. Je suis d'accord avec vous. Vous je êtes suis d'accord englouti. avec vous. Je prends Mais deux vous exemples pouvez pas simples. aller- Je prends deux exemples simples. La SAP, c'est un élément 100% Congo-Brazzaville. Mais aujourd'hui, puisque nous ne donnons pas de la force à cet élément, puisque nous ne travaillons pas à faire évoluer cet élément, aujourd'hui, vous partagez c'est-à-dire que l'origine de la partage de la SAP avec la RDC. C'est le même cas avec la rumba congolaise. Lorsqu'on vous parlera de Polo Kamba, la rumba congolaise est née ici. Mais aujourd'hui, puisque cette négligence, vous la partagez avec notre pays. Et c'est comme ça. Il nous faut d'abord donner de la force. Au début, nous avons commencé à parler des langues. Tant que nous ne donnons pas du pouvoir à nos langues, elles n'auront jamais de pouvoir devant les langues. Je suis d'accord. L'enseignant-chercheur au Je suis Motoundé. d'accord avec. S'il vous plaît, vous pourrez en parler tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on avance, sinon Ouais. on va un peu s'enliser. L'enseignant-chercheur Omotunde Kalala n'a d'ailleurs pas cessé, là je rejoins monsieur Chevry, n'a pas cessé de crier haut, de clamer haut et fort que nous devrions nous réapproprier notre histoire et notre culture. Et je pense que c'est ce que nous dit monsieur Chevry Diaz. Mais j'ai envie de comprendre, comment pensez-vous qu'il nous soit possible d'y parvenir si face par exemple à une poupée noire et blanche, un enfant choisirait facilement une poupée blanche. Parce que pour cet enfant, la poupée noire n'est pas belle. Comment vous pensez qu'on pourrait y arriver, y parvenir avec un peuple Non, mais si acculturé? Le problème, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Avec tout ceci. Vous savez qu'on peut le prôner et le dire tout le temps, hein, qu'il faut l'éducation, il faut de l'éducation, mais qu'est-ce qu'il faut de concret? L'information est à la base de la décision. L'information est à la base de la décision. Je ne suis pas contre ce que mon co-débatteur est en train de dire sur ce plateau. Mais avec lui, nous terminons sur la même terminologie. Aller vers l'universalité. Avec nos valeurs, on se les rapproprie. Alors, à cet enfant qui fait le choix d'une poupée blanche au détriment d'une poupée noire, mais c'est parce que nous lui avions dit que ça c'est une poupée noire, c'est une poupée blanche. C'est le parent qui l'a fait. Et qui Non, fait mais pas dire à forcément, l'enfant, c'est pas... Mais non, là je non. rejoins plutôt monsieur Chevry qui Non, disait que non, chez non, lui, non. il n'a par exemple pas Canal+. Non, mais cet enfant voit ce qu'on lui renvoie, ce que lui renvoie la société. Mais le développement de l'Afrique, c'est pas en éteignant la télévision. Vous êtes Je sûr? vous dis, moi, l'Afrique, c'est pas en éteignant la télévision. Il faut trouver Est-ce des que- est-ce- alternatives. Justement, je suis d'accord. Il faut trouver des alternatives Quand vous allez en aujourd'hui. Chine aujourd'hui, vous n'avez pas Facebook.
mais vous avez quelque chose qui ressemble à Facebook. Est-ce que vous comprenez? La modernité. La Chine se dit, ça c'est l'invasion culturelle. Avec Facebook, etc., qu'est-ce qu'ils font? Vous n'aurez pas Facebook, c'est-à-dire il vous faudra trouver des mécanismes assez compliqués. Monsieur Chevry, quand même, on ne rejette pas la mondialisation, d'accord? Moi je parle ici d'alternative. D'accord, On dit qu'il faut créer quelque chose pour occuper. d'accord. Justement. Si les dessins animés aujourd'hui sont remplis de messages qui vont À l'encontre de nos à mœurs. l'encontre de nos mœurs, il faut créer Des alternatives. des dessins animés typiquement africains. Mais Les moyens, nous les avons. C'est un problème de manque de volonté politique. Politique. Si Alors, comment aujourd'hui, amener nos politiques à le comprendre et à accompagner autant justement... que vous comprenez qu'il est important de faire un retour dans nos sources de valeurs et voir dans quelle mesure on peut faire un critique inventaire de ces sources Ok. pour enlever ce qui ne va pas aujourd'hui avec les enjeux de mondialisation et de globalisation et pour qu'il y ait un rapport de force avec notre interlocuteur. Alors, nous allons chuter un mot de la fin de la part de chacun d'entre vous, s'il vous plaît. Mais vous savez, c'est un sujet passionnant. Parler de la culture africaine, un sujet beaucoup passionnant. Et il y a un intérêt tant social et un intérêt aussi relatif à notre identité. Et d'où ceux qui sont censés prendre les décisions nécessaires pour faire avancer les choses doivent agir dans un délai raisonnable. Parce que plus nous tardons et nous restons dans les débats, plus notre interlocuteur prend l'avantage sur nous et nous gagne avec sa culture. Et nous allons continuer à vivre une culture hybride, le mixage, le mélange, et qui ne nous servira à rien. Et donc notre développement est possible, notre émergence est possible, mais avec plus de volonté politique. Et aussi, je voudrais peut-être lancer une sonnette d'alarme aux intellectuels africains, parce que dans nos universités, on peut également pimenter nos enseignements, nos cours, avec plus de nos valeurs, plus de notre La philosophie africaine, l'art africain, voilà, peut être normalement enseigné dans les écoles. Et nous allons jusqu'à la maternelle et voir le secondaire, comment aujourd'hui faire imposer notre propre culture. Et maintenant, au-delà de tout, c'est que ça doit déboucher vers une espèce de modernité voulue par nous et aussi l'universalité, parce que nous sommes dans une globalisation, une mondialisation. Merci, Monsieur Modibi. Monsieur Chevry. L'éducation est la base de tout. Si on veut aller au développement, il nous faut éduquer, pédagogie. Et si nous continuons à éduquer nos enfants sur des réalités qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, on reviendra ici dans 2 siècles où ceux qui prendront le relais viendront débattre des mêmes sujets. Je pense qu'à l'école, on devrait, et en histoire géo, je me rappelle de ce que j'ai appris à l'école, on nous a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, enfin, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Hitler, etc. Mais on ne parle pas assez de l'implication des Africains dans cette guerre. Je dis que c'est quelque chose comme ça dans un laps de temps qu'on vous en parle. On ne vous parle pas de Mabiala Manganga, on ne vous parle pas de Kim Pavita, on ne vous parle pas de chefferie aussi, on ne vous parle pas du Royaume Congo comme tel. On est plus dans la culture d'autrui. Je pense que le grand problème, c'est l'éducation. Et il nous faut une véritable réappropriation de notre patrimoine. Tant qu'on se réapproprie notre patrimoine, je pense que les choses iront d'elles-mêmes. La modernité, oui, c'est vrai, c'est parce que nous sommes faibles. Il y a des pays ici qui ont fait un effort. Je prends encore l'exemple de la Chine, qui reste le modèle dans ce sens-là. En Chine, vous ne verrez pas les Chinois dans ce que nous avons. Ils ont le Made in China. Ici aussi, il faut le Made in Congo, le Made in Africa. Tant que vous allez continuer à prendre Air France pour aller
en Hollande, en Finlande, en France, et que vous ne créez pas vos propres compagnies, vous allez faire la force. Tant que vous allez utiliser le franc CFA, les monnaies coloniales, les choses ne changeront jamais. Donc, il faut un sursaut nationaliste, un retour aux sources. Et je pense qu'au niveau de l'enseignement, une grande réflexion a été lancée. Ma prière est que nos langues reconnues comme nationales soient intégrées, pas comme des langues à enseigner, mais des langues d'enseignement. Merci beaucoup, Monsieur Chevry Diaz, Monsieur Mwanzibi, pour d'avoir disposé de votre temps, pour honorer de votre présence sur ce plateau. Merci, chers téléspectateurs. Le débat était très houleux, le débat était très instructif. On se retrouve au prochain numéro de Sous le Monde. Au revoir.